Bonjour les amis, et plumophile toujours évidemment, excellent, excellent slogan. Enfin, bon, c'est mon avis, hein. Je vous propose aujourd'hui notre étude numéro 25 qui s'inscrit dans les 4 études, 4 vidéos que j'ai intitulées l'anti-économie française. Précisant au passage qu'il ne s'agit pas de soulever des polémiques ni quoi que ce soit, c'est pas du tout l'objet et ça n'a aucun intérêt. Plus précisément, nous allons nous intéresser à la perte d'une partie de l'Afrique de l'Ouest par la France. Alors quand je dis la perte, c'est volontaire, il n'y a pas derrière ce mot d'esprit colonial, pas du tout, là aussi c'est encore sans intérêt. Non, je voudrais mieux peut-être utiliser comment la France s'est fait évincer de l'Afrique de l'Ouest, ce qui me paraîtrait beaucoup plus judicieux. Alors, quelles en sont les raisons? Quelles en sont les raisons? Il y a déjà l'évolution mondiale civilisationnelle. Aujourd'hui, dans l'esprit des peuples dans le monde, l'esprit colonial, enfin au moins pour certains, c'est quand même quelque chose qui, je dirais, devient de plus en plus mal vu quelque part. Alors, en Occident, c'est quand même malheureusement, j'allais dire, différent, et je crois que l'actualité quotidienne nous montre que c'est pas tout à fait le cas. Ensuite, la poursuite donc de cet esprit colonial, oui, je viens de le dire effectivement, l'évolution éducative des peuples. Alors ça, c'est très important, je dirais même que c'est fondamental. Si nous revenons donc en Afrique de l'Ouest, beaucoup de jeunes sont allés faire des études, alors il y a de ça 10, 20, 30, 40 ans, ou 50 ans, dans des pays étrangers comme les États-Unis, le Canada, la France et l'URSS. L'ex-URSS en tout cas, et même maintenant encore, en Russie. Ce qui veut dire qu'ils reviennent avec d'autres idées, une autre optique, une autre vision de la vie. Et personnellement, en ce qui concerne l'ex-URSS, il faut se rappeler qu'entre les années 83, 84 et 88, le Burkina Faso, qui s'appelait autrefois la Haute-Volta, dans une moindre mesure le Mali et le Niger, eh bien, beaucoup de jeunes sont allés faire des études en ex-URSS, études de qualité, je sais de quoi je parle, et à ce moment-là, évidemment, ils devaient déjà apprendre le russe, écrire et le lire, bon, ce qui est quand même pas rien, et ensuite faire de très bonnes études, et je connais à ce sujet des médecins africains. Donc voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a la performance de l'information. Performance de l'information, là encore, il y a 50 ans, 60 ans, Internet n'existait pas. Il y avait le téléphone, les radios d'État, télévision d'État, oui. Bon, alors, si on considère l'Occident, bon, c'est pas forcément neutre, hein, bien sûr. Et puis est arrivé Internet, sont arrivés les téléphones portables, etc. Donc tout ça, c'était un grand bouleversement. Si bien que, en dehors de ces médias, je dirais, officiels, pardon, eh bien, on a de plus en plus d'échanges entre les peuples, c'est-à-dire entre les individus. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. Donc ils peuvent échanger des informations qui sont censées être au plus près, je dirais, de ce qu'ils vivent. Évidemment, le comparatif avec des informations officielles, en général, il peut y avoir de gros écarts. Bon, je pense que je ne dévoile pas de secret. Derrière ça, face à cette évolution des choses, eh bien, la France, il faut le dire, n'a pas su s'adapter. Elle n'a pas su se mettre autour d'une table, examiner, je dirais, tous les points durs, c'est-à-dire tous les points d'évolution, et puis trouver des compromis, de façon à ce qu'on puisse rester ensemble et, je dirais, faire des bonnes affaires ensemble, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan financier, etc. Donc cette rupture s'est petit à petit consumée, consommée.
Et on en est arrivé, alors en plus là-dessus vient se greffer, je dirais toujours, cette pensée militaire de conquête. Bon, aujourd'hui, c'est sûrement pas la bonne méthode. Enfin, c'est mon avis, hein. Alors ça nous a conduit à une sous-estimation, bien évidemment, de l'évolution culturelle, également sociétale de ces peuples. Alors, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que, alors ça a commencé par la RCA il y a 8-10 ans, République centrafricaine, où la France a été évincée, renversement par un gouvernement militaire, enfin, composé de militaires. Ensuite, il y a 4 ans, ça a été le tour du Mali. Le Mali, alors tout de suite, évidemment, ça c'est regrettable, on voit apparaître immédiatement le terme de junte militaire, alors les droits de l'homme, la liberté, enfin, etc., tout ce qui va avec. Mais il suffit qu'il y ait 3 militaires dans un gouvernement, et ça y est, c'est une junte. Une junte, ça a une définition bien précise. Et je rappelle, l'ayant bien connu, que du temps du général de Gaulle, qui lui-même était quand même général, Pierre Messmer, son ministre des Armées, était ancien capitaine de la Légion étrangère, et puis il y en avait d'autres, j'ai jamais entendu parler de junte, et je pense qu'à l'époque, ça n'aurait pas été très bien vu. Bon, enfin bon, c'est un petit rappel historique comme ça. Alors, ensuite, donc après le Mali, il y a eu le Burkina Faso, en fin septembre et début octobre, il y a 3 ans de ça. Et puis, après, l'année d'après, au mois de juillet, le Mali, là également par l'ancien général de la garde du président. Bien entendu, pour que ces régimes politiques puissent tenir, il est évident qu'il leur fallait une protection. Il suffit de se rappeler du nombre de coups d'État qu'il a pu y avoir en Afrique globale, hein, Afrique de l'Ouest, enfin, pour des pays qui ont voulu retrouver un peu de liberté. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors, donc, qu'ont-ils fait? Eh bien, cette protection, ils sont allés la chercher ailleurs. Alors, il y avait déjà la Chine. La Chine, si l'on prend le Burkina, le Mali et le Niger, la Chine commerçait déjà énormément avec ces pays-là, depuis 30 ou 40 ans. Bon. Et puis ensuite, ils sont allés chercher la Russie. Pourquoi la Russie? Tout simplement parce qu'ils avaient de très bons rapports avec elle dans les années 83, 84, 88. Bon, et les gens, évidemment, en ont gardé la mémoire. Alors, ce qui fait qu'en réalité, aussi bien la Chine que la Russie ont pris la place. Alors, bien entendu, on lit ou on entend que oui, c'est la Russie, c'est la Chine qui ont fomenté tout ça pour s'installer, etc., etc. Je suis bien loin d'en être convaincu. Je pense que ça s'est surtout fait tout seul. Bon, enfin, voilà. Alors, il ne faut pas non plus oublier que ces pays, les pays du Sahel, c'est en gros 60-65% de jeunesse motivée. Et si je prends l'exemple alors du Burkina que je connais bien, on voit que cette jeunesse n'hésite pas à protéger les endroits stratégiques, même la nuit, etc., c'est-à-dire bénévolement. Alors, je ne dis pas que c'est forcément bien, mais ça traduit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un patriotisme, et je pense que ça doit être plus ou moins pareil dans d'autres pays. Et ce qui permet d'assurer la stabilité de ces nouveaux gouvernements. Bien. Alors, tout ça nous amène évidemment à un rejet global qui est de la France, qui est de plus en plus affirmé. Alors, quand je dis rejet, c'est pas rejet du peuple français, avec qui il y a beaucoup de liens. Liens d'amitié, liens par les mariages, par différentes choses. C'est évidemment, et je pense que je ne dévoile pas de secret, essentiellement des milieux politiques qui est rejeté. Alors c'est valable pour la France, mais c'est valable pour d'autres pays d'Europe, hein, mais même des États-Unis. Je ne focalise pas sur la France. Alors, il faut se rappeler aussi que, et ça c'est très important, sur le plan de l'information,
Le dernier villageois au Sahel perdu dans sa brousse, il n'a pas forcément, en général, pas été scolarisé, ou très peu, mais il a un téléphone portable, chinois bien sûr, accessoirement américain, et ce villageois, il n'a pas le même esprit que nous. Déjà, le contexte est complètement différent. Il faut bien se replacer dans le contexte. Sinon, on a de fausses, je dirais, de fausses idées, de fausses estimations. La vie est différente de ce qu'elle est en Europe. Bien. Il n'a pas été scolarisé, disais-je, donc, ce qui veut dire qu'il a l'esprit beaucoup plus libre. Il n'est pas abreuvé d'un tas d'informations, vraies, pas vraies, à moitié vraies, etc. Il n'a pas l'esprit formaté, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif derrière ça, comme malheureusement beaucoup de gens peuvent l'avoir en Europe. Donc il a l'esprit beaucoup plus libre, et il est à même d'analyser les choses beaucoup plus facilement, beaucoup mieux, de les structurer beaucoup mieux. Et évidemment, ça se traduit par ce que ça doit se traduire, c'est-à-dire qu'un écart qui se crée entre, à nouveau, l'Europe par exemple, enfin l'Occident, et puis ces pays. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et d'extrêmement important. Bien souvent, ce villageois est plus informé que ne l'est le français moyen. Ça c'est très clair. Bien. Alors, tout ça nous a amené à quoi ? Ça nous a amené en juillet 2024 à la création de l'AES. L'AES, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire 3 pays qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance sur différents points, culturels, politiques, militaires, sécuritaires, etc. Et ça, c'est très important aussi, c'est même fondamental, puisque ça représente quand même en gros 68 millions d'habitants, sur une surface qui fait à peu près 5 fois et demi la France. Quand même, c'est grand, hein. Alors, ce sont des régimes politiques en partie militaires, c'est-à-dire qu'il y a une tête qui est militaire, mais il y a aussi des civils. Bon, très soutenus par le peuple. Ils sont très soutenus par le peuple, je pense aux particuliers aux Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, c'est clair, ils sont derrière leur gouvernement. Les Français, comme je le dis, ne sont pas rejetés, on peut aller dans ces pays-là sans prendre de risques, sauf par les terroristes dont j'aurai l'occasion de reparler. Mais c'est essentiellement, il faut le reconnaître, la classe politique occidentale qui est rejetée, c'est évident. Alors, quel est le rôle de la Russie là-dedans ? Bien, c'est plutôt un rôle sécuritaire. Pourquoi ? Parce que la Russie, c'est quand même, j'allais dire, au point de vue qualitatif, quand même une armée, entre guillemets, il ne faut pas rigoler avec, quoi. Et puis la Chine reste un commerçant. Donc la Chine, apporte aussi du matériel militaire, c'est clair, mais c'est essentiellement le commerce. Le Chinois est un commerçant, redoutable, bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences pour la France de tout ça ? Parce qu'évidemment, une fois de plus, on revient sur mon petit entonnoir, vous savez, entonnoir, les plus, les moins, tac, on passe dans le tuyau de l'entonnoir, et en dessous, il y a marqué « Facture, argent sonnant et trébuchant, qui paye ?» Toujours comme ça, dans tous les domaines, que ce soit économique, social, politique et tout, toujours pareil. Alors, on a la perte de la mobilité, c'est-à-dire les voitures, les camions et les trains. Alors là, il y a un petit arrêt sur image à faire. Lorsque tout ça, aujourd'hui, ça a été, une fois que la France a été évincée, et même avant, beaucoup de Coréens, de matériel coréen, japonais, aujourd'hui c'est essentiellement chinois. Pourquoi ? Bien, lorsqu'une voiture ou un camion arrive sur le port de Lomé, au Togo, il est déjà souvent un peu fatigué, avec plein d'électronique dedans, ce qui fait que la poussière plus la chaleur et l'électronique, ça fait généralement pas très bon ménage. Comme sur place, il n'y aura pas les pièces, ou alors il faudra du temps pour les voir arriver, il n'y a pas forcément les spécialistes, la voiture est finie sur le tas de ferraille ou dépecée.
Bien. Le camion, ben, j'allais dire, le camion, c'est un peu pareil. Ce sont des camions européens. Ils ne sont pas tous faits pour les pistes, ni pour travailler dans le BTP, etc., etc. Alors, qu'ont fait les Chinois? Ben, comme d'habitude, ils ont étudié le marché et ils proposent aujourd'hui des camions, en particulier pour tout ce qui est BTP, carrière et compagnie, qui sont d'excellente qualité et qui sont nettement préférés au matériel européen. Et que ce soit le camion ou que ce soit la voiture, ou même les motocyclettes, parce que motocyclettes françaises, il n'y en a plus, pourtant il y avait les excellentes motobécanes, et Peugeot aussi, eh bien, il est au même prix quasiment que du matériel d'occasion souvent fatigué qui arrive au port de Lomé. Donc, les Burkinabés, les Maliens, les Tchadiens aussi d'ailleurs, et puis les Maliens, ils ne sont pas trompés, hein, c'est évident. Hein. Alors, pareil pour les cycles, je viens d'en parler. Le train, bon, il y a si l'on prend entre Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, et Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, il y a une voie unique qui fait 1150 km à peu près en voie métrique, qui a été construite par les Français et par les autochtones, hein, pas l'oublier ça, hein, en voie métrique en 1954. Toujours d'actualité, il y a encore des tronçons qui sont toujours d'époque. Bon, il y a un projet, alors je crois que c'est avec les Russes, pour refaire cette ligne, vraisemblablement au gabarit européen. Une ligne qui est très importante. Bon, nous, la France, on n'en parle plus. Les mines en général, alors les mines, bien entendu, je pense en particulier aux mines d'uranium du Niger, terminées. Le pétrole, alors le pétrole du Niger, le Niger est en train de devenir un exportateur non négligeable de pétrole, avec des ressources dans le nord du Niger très importantes, et un pipeline qui mesure à peu près 2000 km de long et qui arrive au port c'est à Cotonou, et qui est géré par la Chine. Bon, ça c'est pas très bien vu par l'Occident, évidemment. Non. Le secteur énergie électrique. Vous avez beaucoup encore de centrales de groupes diesel électriques, c'est-à-dire un groupe diesel avec un alternateur au bout qui date de la colonie. Bon, eh bien là encore, la France est exclue, hein, bien sûr. La perte du secteur éducatif, oui, quand on voit les complications qu'il y a pour que des étudiants africains viennent en France, que font-ils? Ils vont plutôt au Canada et beaucoup en Russie, où j'ai eu l'occasion d'en voir. La perte des liaisons aériennes, Air France, entre autres, c'est pas gratuit tout ça, enfin voilà, etc. Et puis on arrive comme ça au franc CFA. Alors, qu'est-ce que le franc CFA? Son origine, c'est-à-dire que la réflexion du franc CFA, franc des colonies d'Afrique, date de 1939, avant la guerre, et ça sera concrétisé par le général de Gaulle durant son gouvernement provisoire en 1945. Alors, il était utilisé par 15 pays d'Afrique. Et puis il s'est transformé pour 8 de ces pays, alors Afrique de l'Ouest, hein, en FCFA, ce qui veut dire franc de la communauté financière d'Afrique africaine, qui est une unité monétaire de la BCEAO. Alors, je ne vais pas vous dire tout ça, vous le lirez dans le petit document qui est sur Internet, qui s'appelle, comme par hasard, l'anti-économie française. Je ne vous le présente pas parce que je suis en train de le réactualiser, étant donné que les choses vont vite, et il a été écrit il y a 4 ans. Donc, 80% sont toujours bons, mais il y a quand même des choses à réactualiser. Alors, c'est les 8 pays qui utilisent le FCFA, dont je parlerai après. Eh bien, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Bissau, pas la Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Bien. Alors, quelle est la parité? La parité, c'est 655 ou 656 francs CFA ou FCFA pour 1 euro. Alors, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème, c'est une contre-valeur de l'euro. Ça veut dire qu'il ne peut théoriquement pas dévaluer.
Alors ça pose un problème évidemment pour que des Africains de l'Ouest, donc qui utilisent ce FCFA, s'ils veulent par exemple voyager ou plutôt acheter des choses en Europe, acheter des choses simplement, sans même parler de voyager. Mais faut être riche. Alors que font-ils? Bah c'est pas compliqué. Moi j'en connais. Ils prennent un billet d'avion. Ils vont directement, plus ou moins, oui, peut-être non pas directement, enfin quoique aujourd'hui je sais pas, à Shanghai, parce que c'est surtout là que ça se passe, donc en Chine. Ils font leurs achats, soit ils reviennent avec, soit c'est livré 48 heures, 72 heures après par avion. Voilà. S'ils achètent la même chose en France, bah déjà ça va leur coûter 5 fois plus cher pour le même matériel, c'est ça qui est extraordinaire, pour le même matériel. Et puis, il y a toutes les chances que, écoutez, on est désolé, alors déjà s'ils trouvent quelqu'un, on est désolé, mais on est en rupture de stock, on attend, on va être livré, mais quand allez-vous être livré? On ne sait pas, mais sans doute assez rapidement, enfin, etc. Bon, je galège, hein, je noircis un peu le tableau, mais il y a du vrai, il y a du vrai. Donc, c'est pas compétitif, c'est pas possible. Et c'est pareil pour les voitures. Aujourd'hui, les voitures françaises, il y en a quasiment plus dans des pays comme le Burkina ou autour. Ou alors si, on trouve des vieilles 4L ou des trucs qui sont rapiécés de tous les côtés. C'est de la voiture chinoise. La voiture chinoise qui, neuve, comme je le disais tout à l'heure, neuve et de bonne qualité, avec super équipée, même trop d'ailleurs, vaut le même prix que une voiture qui arrive au port de Lomé, française ou belge ou hollandaise ou allemande, et qui a déjà 6 ou 7 ans, qui est déjà un peu fatiguée. Bon, les gens, il faut se mettre à leur place, ils ont vite compris. Hein. Donc tout ça, c'est des marchés que l'Europe perd. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Alors, quel était maintenant le marché pour ce franc CFA? Je vais résumer à franc CFA. Eh bien, en gros, c'était nous vous protégeons, c'est-à-dire que si vous êtes attaqué, je ne sais pas quoi, l'armée française est là pour vous protéger, donc ça veut dire que nous avons des bases. Nous assurons la formation de vos militaires. Nous vous apportons un peu de matériel. Et puis, nous protégeons également les institutions, c'est-à-dire sous-entendu les gouvernements, si possible, évidemment, gérés par la France. Bon, et puis, en conséquence de quoi, eh bien, vous nous ouvrez le marché de vos ressources minérales, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans le sous-sol. L'uranium, le fer et d'autres choses, les phosphates, etc. etc. Mais néanmoins, ça impose que vous nous cédiez, c'est-à-dire que vous versiez 50% de vos avoirs, c'est-à-dire de ce que vous gagnez par la vente de vos produits, au Trésor français. Sachant que les billets CFA ou FCFA sont imprimés en France à Chamalières. Donc c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Hein. Et puis, nous, voilà, on vous protège, et puis normalement, on ne peut pas dévaluer. A priori, on pourrait se dire, oui, c'est peut-être pas si mal que ça. Oui, enfin, il faut quand même regarder d'un peu plus près. Bon. Alors, et puis, on va vous rémunérer annuellement en fonction des intérêts reçus. Alors, bien entendu, vous serez tenu de ne pas faire dériver votre déficit commercial. C'est-à-dire votre balance commerciale. Et sinon, on sera obligé d'intervenir au niveau de la Banque de France, du Trésor français, mais sous réserve de discussion et sous réserve d'un certain nombre de contraintes. Ce qui veut dire que si ces pays veulent emprunter, m'étonnerait que la Suisse leur prête de l'argent, ça m'étonnerait que l'Allemagne leur prête de l'argent,
Et puis, ils reviennent voir la France pour emprunter. Donc on est un système où, en fait, on dépose 50% des avoirs, on emprunte en France. Bon, c'est quand même, je dirais, pas très sain comme système. Voilà, alors ça veut dire qu'on a des pays qui sont en permanence endettés, et puis régulièrement, on a entendu dans les années passées, on va effacer la dette du Mali, la dette de je sais pas quoi. Bon, d'accord, mais c'est pas gratuit. Voilà. Alors, donc en contrepartie, on l'a vu, protection militaire, protection des institutions, exploitation exclusive des ressources naturelles, etc. Alors, de cela, évidemment, est né un certain nombre de critiques. On s'étonnerait du contraire. Alors, d'une part, que ce franc CFA, c'est la poursuite de dispositions coloniales. Difficile de dire le contraire, quand même. L'impossibilité d'évoluer en dehors de la France, bien entendu. Je pense au particulier au niveau des armées, effectivement. On a formé des armées, mais pas qu'elles deviennent trop méchantes non plus, parce que ça pourrait devenir dangereux. Et puis le matériel, j'ai eu l'occasion d'en voir, il est quand même pas mal fatigué. Et puis en quantité limitée. Donc, ce qui veut dire, que ce sont des armées qui sont restées faibles, bien sûr. Alors l'euro est beaucoup trop fort pour pouvoir commercer avec ces pays, mais ça se retourne contre l'Europe, contre la France. Beaucoup de disparités entre les pays. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest, enfin les anciennes colonies, sous franc CFA, n'ont pas les mêmes capacités. Évidemment, entre les pays qui sont en bord de mer, qui ont des ports, et les pays qui sont à l'intérieur, par exemple, comme le Niger, Burkina Faso, voire le Mali, qui ne sont pas, qui n'ont pas de côtes, qui n'ont pas, il y a le Sénégal, il y a les Guinées, il y a le Togo, il y a etc., qui coupent ces pays de l'océan Atlantique. Donc ça, c'est évidemment lourd à porter. L'affaiblissement général de la France, alors ça, on ne manque pas de le souligner localement, en disant oui, mais la France d'il y a 50 ou 60 ans, c'était un pays solide, et effectivement, c'était économiquement le deuxième pays du monde, après les États-Unis. Aujourd'hui, en passant, je rappelle quand même que en 1980, le PIB de la France était représenté à 32% par l'industrie et environ 3,5%, 4% par l'agriculture. C'est-à-dire que nous étions quasiment à 36% du PIB, produit intérieur brut, représenté par l'industrie de l'agriculture qui était, elle, exportatrice. Donc tout ça nous permettait d'avoir des devises. Et nous étions toujours en francs, bien sûr. Et puis aujourd'hui, nous sommes entre 8 et 9% de PIB industriel et 2% d'agriculture, ce qui veut dire que nous importons. Et on le voit maintenant avec l'élevage de Mercosur ou d'autres choses. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est pas vraiment le sujet. Alors oui, donc vous avez un pays qui s'affaiblit, quelle garantie pouvez-vous nous apporter? Oui, mais il y a l'Europe, on fait partie de l'Europe. Ah bah oui, d'accord, mais l'Europe, vu son état aujourd'hui, on a quelques doutes. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'on entend localement. Et puis, alors l'autre argument aussi qui, je dirais, est assez incontournable, oui, mais la France est en guerre contre la Russie, elle est en guerre un peu partout, mais nous, à travers ce que l'on vous reverse au Trésor, on participe aux guerres de la France. Et ça, c'est difficile de dire le contraire. Bien. Alors, donc il y a derrière tout ça un grand risque pour la France. Quel est ce grand risque? Eh bien, ce sont une fois de plus les BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui se sont agrandis. Maintenant, il y a l'Égypte, et puis il y a des pays d'Afrique, comme le Burkina d'ailleurs, qui tapent à la porte. Nous, on voudrait faire partie des BRICS. Les BRICS, aujourd'hui, ça représente à peu près 45% de la population mondiale. C'est également à peu près 35% du PIB mondial, en croissance. Et je pense qu'il va arriver assez vite à 50%. On voit l'affaiblissement des États-Unis, l'affaiblissement de l'Europe, ça va se traduire par forcément quelque chose. Je pense qu'il faut être réaliste quand même. Alors, ça veut dire à terme la disparition du franc CFA.
Et ça veut dire que ce franc CFA représente 20 à 25% des avoirs de la France. C'est énorme. Et d'ailleurs, à tel point que le président Jacques Chirac, lorsqu'il était président, alors ça devait être, il a dû dire ça dans les années 2000, 2004 ou chose comme ça, que si la France perdait l'Afrique, elle retournait au Moyen-Âge. Bon, il a peut-être un peu exagéré quand même, mais je veux dire, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ferait très très mal, parce que nous serions déjà incapables de rembourser ce qu'on doit, enfin je le pense, mais également pourra-t-on continuer à donner des dizaines de milliards, par exemple à l'Ukraine ou je ne sais où. Enfin, et puis sur le plan interne, bien sûr. Bon, enfin voilà. Alors ça veut dire que quelque part, eh bien malheureusement, et sans faire de polémique, c'est pas le sujet, c'est quand même un échec et mat sur toute la ligne, quoi. Et c'est pas récent, hein, c'est quelque chose qui remonte déjà maintenant à plus d'une décennie. Alors, ce qui est terrible, c'est mon avis, c'est que nous avons derrière un siècle d'histoire commune. Alors, je ne dis pas qu'elle a toujours été rose, etc., non. Mais nous avons la même langue. Et nous parlons la même langue. Même dans la brousse, le villageois, il se débrouille un peu en français. Bon, ça c'est quand même extraordinaire. Et nous n'avons pas été capables de nous mettre autour de la table et puis de voir comment on pouvait arranger les choses. Bon. Alors, derrière ça, il y a évidemment énormément de relations amicales, familiales, c'est évident. L'esprit France, dans ces pays du Sahel, est toujours vivant, quoi qu'on en dise. La France, toujours cette image de la France, de la grande France, d'une France puissante, c'est pareil d'ailleurs en Russie. Hein. Et puis, ça représente une énorme perte culturelle, ce qui se traduit par une énorme perte économique. Toujours le petit entonnoir, les plus, les moins. Et puis en dessous, une facture, argent sonnant et trébuchant, qui paye évidemment. Il faut se rappeler que la France, c'est le pays au monde qui a investi le plus dans ses colonies. Première fois que je suis arrivé, c'était au Burkina Faso en 2000. Je me suis dit, tiens, les gens ne sont pas de la même couleur que nous, mais ils parlent le français, et puis, quelque part, j'avais l'impression de... Bon, j'avais fait 5 heures d'avion, 5 heures et demie, mais je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses qui restent de la France. Et nous n'avons pas été capables de tout ça, de le revivifier, Non. À tel point d'ailleurs que alors avant la dernière guerre mondiale et un peu après, la France avait toujours ses colonies, hein, puisque la grande indépendance, c'est les années entre 59 et 61, en gros, hein, 1960, eh bien, on appelait les colonies la Grande France. Ça veut dire des choses. Alors aujourd'hui, eh bien, ces pays, alors je vais utiliser un terme que les esprits chagrins ne vont pas aimer, eh bien ces pays se relèvent. C'est-à-dire que là encore, la dernière fois où je suis allé en Afrique de l'Ouest, j'étais absolument surpris de voir... alors je connais plutôt le Burkina, hein. Bon les autres aussi, mais je connais plutôt le Burkina, que j'adore d'ailleurs. J'étais absolument surpris de voir des grands immeubles en verre et autres qui se construisent, de voir des routes, quelque part, je reconnaissais plus la capitale, mais c'est pareil, je suppose, dans d'autres, que ce soit Bobo-Dioulasso, vers le sud, etc. Donc il y a un redépart, enfin, on sent, et on sent quand même que le peuple est derrière. Alors, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dissensions, qu'il n'y a pas des avis différents, mais ça, c'est normal, c'est inévitable. Mais surtout quand on va bousculer un ordre établi. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est clair. Et moi, j'ai tendance à dire que, enfin, mon sentiment, ce sont des pays d'avenir. Ça me paraît clair. Voilà. Alors, alors autour de l'AES, la fameuse Alliance des États du Sahel, je suis convaincu que d'autres pays vont essayer de se rassembler. Ça me paraît évident. Alors donc, pour résumer,
incapacité de dialogue constructif avec la France, méconnaissance de l'histoire, très important. Je suis absolument époustouflé, enfin étonné de voir la méconnaissance de l'histoire. Alors, je ne parle pas des gens en général, du peuple français en général, mais même des politiques. Quand on entend des affirmations, on se dit, mais là, il y a une confusion entre le Japon et puis les Galapagos, quoi. Bon, poursuite de schémas usés. Ben oui, on est toujours dans des schémas usés, type dernière guerre mondiale, type, je dirais, type un peu esprit colonial. Soumission, alors ça, évidemment, ça pèse très lourd, la soumission aux USA, à travers l'Europe, et à la mondialisation. Bah, évident, bah, on voit aujourd'hui ce que ça donne. Voilà, et puis derrière ça, bon, alors je ne veux pas non plus faire de procès d'intention, c'est pas l'objet, mais il y a quand même, de la part de l'Occident, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance, mais ça suffit pas, c'est pas constructif. Hein. Donc, je le redis, c'est mon sentiment, c'est échec et mat sur toute la ligne, et la dernière phrase que j'ajouterai, c'est « mais qui a le plus à perdre dans cette aventure ?» Qui a le plus à perdre? L'Afrique, vraiment? Pas certain. Voilà. Alors, j'espère que ceci vous aura intéressé. Et puis, donc il nous reste l'étude 26, la prochaine, qui sera consacrée cette fois alors, à un autre sujet également extrêmement important, qui sont les conséquences bien des sanctions occidentales contre la Russie. Par Ukraine interposée, etc. Alors, sans rentrer dans la politique, sans porter de jugement, on fait simplement des constats. Point, c'est tout. Faut pas aller chercher autre chose. Mais ça a un poids économique extrêmement important, donc on vit tous les jours et qu'on risque de vivre de plus en plus. Toujours notre affaire d'entonnoir. Hein. Plus des moins, facture, argent sonnant et trébuchant qui paye à la sortie. Voilà. Alors, un pouce, bien sûr, abonnez-vous, ça coûte rien, mais ça vous permet d'être informé de la suite des autres vidéos. Et puis, alors peut-être qu'à certains moments, il se passera 2 semaines, parce que préparer des grandes vidéos, ça demande du temps, et il faut réactualiser les choses, etc. N'oubliez pas de faire connaître la chaîne, ça coûte rien, par Facebook, etc. Et puis, si vous voulez sponsoriser la chaîne ou le site internet www.laplumedutemps.com. Et puis, rappelez-vous que ce soit au niveau de mes livres ou que ce soit toutes les études, sont sur le site internet, ils sont gratuits, vous pouvez même en télécharger un exemplaire, pas 25, ni les vendre non plus, ça serait pas très bien vu, ça. Hein. Et puis, les lire à l'écran, le mieux, à mon avis, c'est une tablette. Hein. Le portable, pas trop. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.